Je suis arrivé au restaurant à crêpes vers 11h30 le dimanche matin, complètement épuisé après un service de 6 heures qui avait commencé avant l'aube. Chaque muscle de mon corps me faisait souffrir. Mes épaules étaient nouées comme de la pierre, et mon dos avait l'impression qu'il allait se briser. Je n'avais qu'une envie, c'était de me jeter dans mon lit et d'engloutir peut-être quelques restes de plats chinois sortis du frigo. Seulement, ma femme m'avait déjà écrit 3 fois pour ce brunch avec ses amis. Le premier message était arrivé à 8h du matin, suivi d'un autre à 9h30 et d'un dernier vers 11h, assorti de 3 points d'interrogation. J'avais complètement oublié cette histoire pendant mon service. Je n'avais même pas jeté un coup d'œil à mon téléphone pendant que je travaillais. Toutes les fibres de mon corps aspiraient à rentrer directement à la maison et à m'effondrer, mais j'y suis quand même allé. C'est ce qu'on fait dans un mariage, non ? Si vous aimez ce genre d'histoire vraie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et maintenant, revenons à l'histoire. On se présente même si on est sur les rotules. Je me suis d'abord arrêté chez moi, j'ai pris une douche rapide de 5 minutes, j'ai enfilé une chemise propre et un jean, puis j'ai traversé la ville jusqu'au restaurant. Le stationnement s'est avéré impossible, comme toujours un dimanche après-midi, alors j'ai fini par me garer à 4 pâtés de maison et j'ai été obligé de marcher. La marche m'a donné le temps de me préparer mentalement au rôle que je jouais inévitablement lors de ces rencontres. Le mari qui ne s'intégrait jamais vraiment dans leur cercle d'amis, l'homme qui travaillait de ses mains, tandis que toutes les autres trimaient dans des bureaux avec des titres prestigieux. Je pouvais déjà les entendre rire à un demi-pâté de maison, ce rire aigu et théâtral, censé être entendu. J'aurais dû y voir un signal d'alarme et faire demi-tour immédiatement, mais je ne l'ai pas fait. La terrasse était bondée de la clientèle typique du week-end. Sur chaque table, il y avait des mimosas, ainsi que des plats à base d'œufs hors de prix et des toasts à l'avocat qui coûtaient plus cher que ce que je gagnais en 2 heures de dur labeur. De jeunes couples photographiaient leur nourriture au lieu de la manger. Des groupes de femmes portant des lunettes de soleil de marque étaient plongées dans des conversations à potins. Toute la scène incarnait la culture du brunch dominical. Ma femme était déjà assise à une table d'angle avec 4 de ses amies. Je les reconnaissais toutes, les ayant croisées lors de divers dîners et événements sociaux auxquels nous avions participé au fil des ans. Elle ne s'est pas levée quand elle m'a vu arriver. Elle n'a pas non plus fait de signe enthousiaste ni souri. Elle a simplement levé légèrement la main et a désigné une chaise vide au bout de la table, comme si j'étais en retard à sa soirée, ce qui, selon elle, était probablement le cas. Je me suis laissé tomber sur cette chaise, manifestement ajoutée à la dernière minute. La conversation s'est à peine interrompue à mon arrivée. Elles étaient plongées dans la planification d'une prochaine escapade entre filles dans un complexe hôtelier, se conseillant sur les réservations de spa, discutant de quel hôtel-boutique avait la plus belle piscine et se demandant si elles ne devraient pas plutôt louer une villa privée, une sorte d'excursion qui coûterait plus cher que ce que je gagne en un mois entier. J'ai attiré l'attention du serveur et j'ai commandé un café. Juste un café noir, rien de fantaisiste. Personne à la table n'a demandé comment s'était passé mon service du matin. Personne n'a demandé pourquoi j'avais l'air si fatigué ou ce que j'avais fait depuis l'aube. La conversation a continué de plus belle, comme si j'étais un meuble qui ne méritait aucune attention. J'ai sorti mon téléphone et j'ai parcouru mes messages pendant 1 minute. Rien d'urgent, juste quelques trucs liés au travail. Je l'ai rangé et j'ai essayé de me joindre à ce dont elle parlait, un truc sur des cabanes de piscine et un service de bouteilles. Ma femme était exceptionnellement animée, gesticulant avec ses mains, faisant dangereusement tanguer son verre de mimosa à chaque geste. L'une des femmes à la table, Chelsea, a finalement confirmé mon existence. Elle avait les cheveux courts et blonds et travaillait, si je me souviens bien, dans la gestion immobilière ou quelque chose du genre. « Comment se passe le travail ?» a-t-elle demandé, bien que son ton montrait douloureusement qu'elle était juste polie et qu'elle comblait un silence gênant. Avant même que je puisse formuler l'ombre d'une réponse, ma femme a interrompu. « De toute façon, il travaille tout le temps », a-t-elle dit sans même me regarder, puis elle a pris une autre longue gorgée de son mimosa. « En fait, je vis comme une femme célibataire de toute façon. » Toute la table a éclaté de rire. Les 4. Comme si elle venait de livrer la chute d'une blague brillante, au lieu de dire quelque chose de vraiment mesquin. Comme s'il était hilarant que je travaille sans relâche pour assurer notre sécurité financière. « Ma pauvre chérie, je ne tolérerai jamais ça.
a dit une autre amie, dont j'ignorais le nom et que je n'avais aucune envie de connaître. Elle portait des lunettes de soleil coûteuses qu'elle avait remontées sur sa tête et affichait exactement cette nuance de blond qui coûte des centaines de dollars dans un salon. Mais soyons honnêtes, la vie est beaucoup trop courte. Une troisième amie a acquiescé. J'ai juste pris une gorgée de mon café au moment où la serveuse l'a apporté et gardé le silence. Cette dynamique ne m'était pas nouvelle. J'étais parfaitement habitué à être le dindon de la farce lors de ces réunions. Le mari qui travaille trop, qui n'a pas assez de succès dans les choses qui comptent pour elle, qui ne correspond pas vraiment à leur monde de brunch, à base de mimosas sans fond et de sacs à main de créateurs. Le fait que je paye personnellement 70% de nos factures ménagères et la plus grande partie de la mensualité hypothécaire chaque mois n'était pas suffisamment convaincant pour qu'elles m'incluent dans la conversation. Vraisemblablement, elles ont abordé d'autres sujets. Le shopping dans une boutique branchée d'un quartier que je n'avais jamais visité, des commérages sur des personnes dont j'ignorais le nom, des plaintes concernant leurs propres maris et amis, des anecdotes sur le partenaire de quelqu'un qui avait oublié un anniversaire, sur un autre qui ne voulait plus jamais aller à des événements mondains. Les mimosas continuaient de couler à flot. Ma femme était à son 3e verre quand la nourriture est arrivée à table. Des assiettes d'œufs bénédicts et de plats à l'avocat, ainsi que du pain artisanal qui coûtait probablement 15 dollars la tranche. Je n'avais rien commandé. La serveuse m'a regardé d'un air interrogateur en passant, mais je lui ai fait signe que non. Je n'avais pas le moindre appétit. Je voulais juste survivre à cette épreuve et rentrer chez moi, où je pourrais dormir quelques heures avant de commencer à penser au lundi matin. La conversation s'est poursuivie sans aucune contribution de ma part. La voix de ma femme est devenue plus forte, plus animée et plus théâtrale à chaque verre. Elle donnait un spectacle, à présent. Je me suis soudain rendu compte que ses amis étaient le public et qu'elle organisait un spectacle pour elle. C'est à ce moment-là qu'elle a lâché la bombe. Ma femme s'est adossée à sa chaise de façon théâtrale et a gesticulé avec son verre, comme si elle allait faire une grande annonce. Sa voix portait non seulement à travers notre table, mais probablement aussi à travers les 3 tables les plus proches. Honnêtement, je donne peut-être encore 6 mois à ce mariage, au maximum. Les rires ont été immédiats et explosifs. Les 4 amies ont éclaté de rire, comme si elles venaient d'entendre la blague la plus drôle de leur vie. Le genre de rire bruyant qui incite les autres clients à se retourner et à regarder. Mais elle n'avait pas encore fini. Elle savourait visiblement l'attention. « Je veux dire, soyons honnêtes, a-t-elle poursuivi. Nous sommes à ce point sur des chemins de vie complètement différents. Elle l'a dit comme si elle parlait d'une fusion d'entreprises qui n'était plus viable. Clinique, distante, amusée par toute la situation. Encore plus de rires ont éclaté à la table. Encore plus d'approbation enthousiaste et de hochements de tête. « Tu as été si patiente pendant si longtemps, » a dit l'une d'elles en secouant la tête avec compassion. « Bien plus longtemps que je ne l'aurais été à ta place, » a renchéri une autre amie, levant même son verre de mimosa, comme si elle voulait porter un toast à l'incroyable patience et longanimité de ma femme. « Ma chérie, tu mérites vraiment tellement mieux, » a ajouté la 3e, pleine de soutien. J'ai posé délicatement ma tasse de café sur la table. Mes mains étaient parfaitement calmes, même si mon cœur battait si fort que je pouvais sentir mon pouls dans mon cou. J'ai lentement regardé autour de la table, absorbant toute la scène. Les 5 femmes riaient ensemble. Ma femme était exactement au centre, absorbant pleinement l'attention et faisant ses gestes exagérés avec sa main libre. Aucune d'entre elles n'a pris la peine de regarder dans ma direction. Je n'étais même pas vraiment présent pour elles. J'étais juste un concept, une chute de blagues abstraites. Le mari décevant qui serait un jour remplacé par quelqu'un de mieux. À ce moment-là, quelque chose a fait clic dans ma tête. Pas vraiment un choc, pas même une réelle surprise. Plutôt une clarté soudaine, comme une porte qui s'ouvre ou se ferme. Difficile de dire laquelle des deux. Mais à ce moment-là, tout est devenu limpide. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait de telles remarques sur notre mariage. Ce n'était même pas la première fois qu'elle disait exactement la même chose à ces mêmes personnes. La façon dont elle riait toutes si vite, si enthousiaste, sans la moindre hésitation. C'était manifestement un sujet de conversation familier pour elle, une blague récurrente qui revenait régulièrement. J'étais depuis un certain temps la cible de leur moquerie. Simplement, je n'avais jamais été physiquement présent pour l'entendre, jusqu'à cet instant.
Les rires finirent par s'estomper progressivement. J'attendis patiemment jusqu'à ce que le silence soit presque total, jusqu'à ce qu'elles sirotent toute leur boisson et reprennent leur souffle après tous ces rires. Puis je parlais, en gardant ma voix calme et posée, comme si je commentais la météo. 6 mois, dis-je. La table devint absolument silencieuse, complètement et totalement silencieuse. Le sourire suffisant de ma femme disparut instantanément. Sa main tenant le verre de mimosa se figea à mi-chemin de sa bouche. « Tu es plutôt généreux avec la durée, dis-je, sur le même ton calme. Personnellement, je parierais plutôt sur 6 minutes. Pendant peut-être 2 ou 3 secondes, personne ne bougea à table. Elles pensaient que je faisais une sorte de blague, que je voulais jouer le jeu de leur humour. Puis je me penchai en avant et retirai délicatement mon alliance de mon doigt. L'anneau de métal glissa sans effort sur ma phalange. J'avais en effet perdu pas mal de poids ces derniers mois, probablement à cause du stress, à cause de toutes les heures supplémentaires pour financer son train de vie, pendant qu'elle participait à d'innombrables brunchs et se plaignait de moi à ses amis. Je posai l'alliance avec une précision calculée, exactement au centre de la table, parfaitement entre 2 verres de mimosa. Le léger bruit métallique qu'il produisit au contact de la surface en bois sembla incroyablement amplifié dans le silence soudain. Un cliquetis délicat, inattendu et résonnant. Puis, je me levai de ma chaise. Les pieds de la chaise crissèrent stridulamment sur le sol en béton de la terrasse. Malgré cela, pas un seul mot ne fut prononcé à table. Le silence était maintenant absolu, total et complet. Je pouvais percevoir chaque son autour de nous avec une clarté extraordinaire. Des bribes de conversation parvenaient des tables voisines, le fin cliquetis des couverts en argent sur les assiettes en porcelaine. Un téléphone portable à proximité sonna. Le lointain bruit de la circulation montait du boulevard. Des oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres au-dessus de nous. Mais à notre table, rien. Personne ne bougeait. Personne ne respirait même. Je fixai brièvement chacune de ses amies du regard, établissant consciemment un contact visuel avec chacune d'elles. Aussitôt, elles baissèrent les yeux, concentrant leur attention sur leurs assiettes, leurs boissons ou examinant leurs ongles, tout sauf moi. Finalement, je tournai mon regard vers ma femme. Son visage devint d'abord blanc comme un linge, puis il rougit, devint tacheté et furieux. « Bon appétit », dis-je simplement. « Quoi ?» répondit ma femme, sa voix était forcée et paniquée. « Chérie, je ne faisais que plaisanter. » Elle tendit la main par-dessus la table pour attraper mon bras, manquant de renverser le verre d'eau de quelqu'un. Je reculai d'un pas, me soustrayant à sa portée. C'était juste une conversation de fille. Sa voix avait maintenant une tonalité désespérée. Ne sois pas aussi dramatique pour ça. Je jetai un dernier coup d'œil à ses amies. Elles étaient toutes fixées, comme hypnotisées, sur leurs assiettes, leurs genoux, les restes de leur coûteux petit déjeuner. Le groupe sûr de lui et riant d'il y a 30 secondes avait complètement disparu. Elles semblaient ne rien désirer de plus que de disparaître, d'être ailleurs dans le monde, n'importe où sauf à cette table. « 6 mois, c'est généreux de ta part, » remarquai-je, toujours sur ce ton étrangement calme qui me paraissait étranger à mes propres oreilles. 6 minutes, c'est honnête. L'alliance est entièrement payée. Garde-la ou vends-la, honnêtement, je m'en fiche. J'en ai fini. Je me retournai et traversai directement le restaurant bondé. Je n'accélérai pas le pas. Je ne m'enfuis pas dramatiquement. Je marchais simplement à une vitesse tout à fait normale, me frayant un chemin entre les tables. J'entendis ma femme appeler mon nom une fois, puis le grincement aigu d'une chaise brusquement repoussée lorsqu'elle se leva. Quelqu'un à une table voisine leva les yeux, effrayé par le tumulte. Mais je ne regardai pas en arrière, ne me retournai pas, mais continuai simplement à avancer, imperturbable, à travers le restaurant, devant le comptoir à l'entrée, par la porte d'entrée et sur le trottoir baigné de soleil. La lumière éclatante du soleil de Los Angeles me frappa comme une barrière physique. J'ai mis mes lunettes de soleil et me suis dirigé vers l'endroit où j'étais garé, à 4 pâtés de maison de là. Je ne courais pas, ne me précipitais pas, je marchais simplement à un rythme normal, comme si j'avais un rendez-vous et que j'étais un peu en retard, comme si c'était un simple dimanche après-midi. Derrière moi, j'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir à nouveau. J'ai entendu sa voix appeler mon nom,
plus fort cette fois, plus désespéré et paniqué. Mais je ne me suis pas retourné, j'ai simplement continué à avancer. Après environ un demi-pâté de maison, je n'entendais plus sa voix. Soit elle avait cessé de me suivre, soit le bruit de la circulation avait complètement couvert ses appels. Peu importait lequel des deux était vrai. Mon pick-up était garé exactement là où je l'avais laissé, à 4 pâtés de maison dans une rue calme. Je l'ai déverrouillé, je suis monté à bord, j'ai immédiatement verrouillé toutes les portières derrière moi et je suis resté un moment immobile, les mains sur le volant. Puis, les tremblements ont commencé. Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable. L'adrénaline que j'avais tant bien que mal réprimée s'est soudainement déversée en moi comme un train de marchandises. Ma poitrine me semblait serrée et comprimée. Mon cœur battait la chamade. Je respirais superficiellement et par à-coups précipités. Je me suis forcé à respirer lentement et consciemment, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Une technique que j'avais en fait apprise il y a des années lors d'un séminaire sur la gestion du stress au travail. Cela m'a apporté un peu de soulagement. 2 ou 3 minutes se sont écoulées ainsi. Puis mon téléphone portable dans ma poche a commencé à vibrer de manière insistante. Je l'ai sorti et j'ai jeté un coup d'œil à l'écran, son nom clignotait. J'ai immédiatement rejeté l'appel. Je ne pouvais pas rester garé ici. Elle savait exactement à quoi ressemblait mon pick-up. Elle pourrait venir me chercher. J'ai démarré le moteur et je suis parti de là. Mais pas chez moi. Je ne voulais pas encore y aller. J'ai atterri sur le parking d'un Target, à environ 3 km de là. Je me suis garé dans un coin tout au fond, à l'écart des autres voitures, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assis là, immobile. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai regardé l'écran. Déjà 8 messages, tous d'elle. « Où es-tu allé ? Reviens tout de suite. C'est ridicule. Tu me fais honte. S'il te plaît, on ne peut pas simplement parler ? Réponds-moi. » Puis, les appels ont recommencé. J'ai laissé le premier sonner, j'ai regardé son nom clignoter à l'écran, jusqu'à ce qu'il soit transféré vers la messagerie vocale. Immédiatement, un deuxième appel est arrivé. J'ai aussi laissé celui-ci aller vers la messagerie vocale. Puis un troisième. Un nouveau SMS est apparu. « S'il te plaît, on ne peut pas simplement parler. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. Le « s'il te plaît » était en minuscule, précipité, visiblement désespéré, une déviation par rapport au ton de ses messages précédents. Je pouvais l'imaginer en train de le taper avec des mains tremblantes, les larmes coulant probablement sur son visage, le mascara étalé. Ses amis étaient probablement tous partis maintenant, éparpillés aux 4 vents, la laissant seule avec l'addition et le chaos complet qu'elle avait provoqué. J'ai tapé exactement une ligne en réponse. Il n'y a plus rien à dire. J'ai cliqué sur envoyer. Le téléphone a sonné immédiatement, comme si elle était assise là, le téléphone à la main, à attendre une quelconque réaction de ma part. J'ai fixé son nom sur l'écran pendant plusieurs secondes. Contre tous mes instincts qui me conseillaient de ne pas le faire, j'ai pris l'appel. « Où es-tu » Sa voix était rauque et déformée par les pleurs. J'entendais le bruit de la circulation en arrière-plan. Elle était probablement encore quelque part près du restaurant. « Tu ne peux pas être sérieux. Tout le monde me regarde. »« Ce n'est plus mon problème, » ai-je répondu. Ma voix sonnait complètement plate, sans émotion, sans vie. « Tu jettes tout notre mariage à cause d'une blague, à cause d'un stupide commentaire que j'ai fait. »« C'est toi qui l'as jeté, » ai-je dit. Je n'ai fait que l'officialiser. « Où es-tu » a-t-elle demandé encore une fois, cette fois avec encore plus de désespoir. Comme si elle pouvait en quelque sorte remettre toute la situation en ordre, si elle pouvait simplement me voir physiquement, me parler personnellement, face à face. Reviens simplement au restaurant, et nous pourrons en parler comme des adultes, peu importe où je suis. Je viendrai à la maison demain après-midi pour récupérer mes affaires. Quoi ? Non, tu ne peux pas simplement. J'ai raccroché au milieu de sa phrase, j'ai fixé le téléphone dans ma main pendant quelques secondes, puis je suis allé dans les paramètres et j'ai complètement bloqué son numéro. Le message de confirmation est apparu à l'écran. Ce contact a été bloqué. J'ai posé le téléphone sur le siège passager et j'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête. J'étais encore assis sur ce parking de Target pendant 10 bonnes minutes, à respirer profondément, essayant d'assimiler ce que je venais de faire. Mon mariage était terminé. 5 ans ensemble,
réduits à néant en 6 minutes, exactement comme je l'avais dit. À un moment donné, j'ai redémarré le pick-up et je suis parti. Mais toujours pas chez moi. Je ne pouvais pas affronter cette maison pour l'instant. Je ne pouvais pas supporter tous ces effets personnels éparpillés partout. Les photos qui ornèrent les murs, toute la vie que nous étions censés avoir construite ensemble et qu'elle planifiait apparemment de démanteler depuis des mois. Je suis allé à Sherman Oaks, chez mon ami Derek. Derek et moi nous connaissions depuis la seconde au lycée. Nous avions joué dans la même équipe de basket à l'époque et étions restés proches depuis. C'était un de ces types absolument fiables, solides comme un roc, qui ne parlaient pas beaucoup, mais qui étaient toujours là quand on avait besoin d'eux. J'ai frappé à sa porte vers 1h de l'après-midi. J'entendais la télévision à l'intérieur. Un match de foot américain était en cours. C'était dimanche, évidemment. Il regardait le foot. Il a ouvert la porte, une bière à la main, vêtu d'un maillot des Rams et d'un vieux jogging. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et s'est immédiatement écarté sans dire un mot. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé une fois que j'étais à l'intérieur. « J'ai besoin d'un endroit où dormir pendant quelques jours, » ai-je répondu. « Tu as ce qu'il faut, mec. » Il a fait signe vers le réfrigérateur. « Sers-toi une bière. » C'est exactement ce que j'ai fait. Nous sommes retournés dans le salon et je me suis effondré sur son canapé. Il était vieux, incroyablement confortable et sentait la pizza et la bière. Une garçonnière typique. L'appartement était petit, mais relativement propre. Un studio, suffisant pour un célibataire. Nous avons regardé le match en silence pendant un bon moment. Derek savait instinctivement quand il devait insister et quand il devait laisser les choses se faire. C'était clairement une situation de « laisser les choses se faire ». Vers 6h, pendant une pause publicitaire, il a pris son téléphone et a commandé des pizzas au magasin en bas de la rue. 2 grandes pizzas, pepperoni et saucisses. La pizza est arrivée au 3e quart-temps. Nous avons mangé en silence sur son canapé, en regardant des hommes casqués se rentrer dedans à la télévision. Finalement, pendant la pause de la mi-temps, Derek a coupé le son et m'a regardé. « Tu veux en parler ?» a-t-il demandé doucement. Je lui ai donné la version courte. Le brunch, la blague sur les 6 mois, ses amis qui rigolaient, la bague posée sur la table, le départ du restaurant. Derek est resté silencieux un instant, a pris une grande gorgée de sa bière et l'a posée délicatement. « Elle a dit ça en public, » a-t-il observé lentement, au milieu d'un restaurant bondé avec de vrais témoins. J'ai acquiescé. Et toutes ses copines étaient juste à côté. Elles ont tout entendu. Elles ont toutes rigolé, ai-je dit, comme si c'était la chose la plus drôle qu'elles aient jamais entendue de leur vie. Derek a lentement secoué la tête. « Dieu merci que tu t'es débarrassé d'elle, mec. T'as fait exactement ce qu'il fallait. » Ce soir-là, j'ai commis la grave erreur de regarder mon téléphone avant d'essayer de dormir. 34 appels manqués et 52 messages textes ont inondé l'écran, tous de ma femme utilisant le téléphone de son ami, car j'avais bloqué son numéro direct. Je pouvais reconnaître le numéro de chaque ami rien qu'au ton des messages. Certains étaient empreints de rage et d'accusation. D'autres étaient suppliants et pleins de désespoir. D'autres encore essayaient de donner une image de rationalité et de logique parfaite, comme s'ils incarnaient l'essence même de la raison. Un message venait de Chelsea. Il était particulièrement mordant. « Elle ne faisait que se défouler », disait-il. Tout le monde réagirait comme ça, et j'étais complètement déraisonnable. J'ai renoncé à répondre à quoi que ce soit. Au lieu de cela, j'ai lentement fait défiler le flot numérique, en lisant attentivement chaque message, et j'ai été de plus en plus convaincu, à chaque mot, que j'avais pris exactement la bonne décision. Ce n'était pas de l'amour, ce n'était même pas un respect rudimentaire. C'était simplement quelqu'un qui paniquait en réalisant que son plan soigneusement élaboré venait d'exploser devant son visage. J'ai éteint complètement mon téléphone, et l'écran s'est dissous dans l'obscurité. Je me suis adossé au canapé de Derek, enveloppé dans une couverture qu'il m'avait donnée, et j'ai fixé le plafond, essayant en vain de dormir. L'entreprise s'est avérée largement infructueuse. Mon esprit rejouait sans cesse ce moment précis, et sa voix résonnait, proclamant « Je ne donne pas plus de 6 mois à ce mariage ». Le rire qui a suivi, provenant de sa clique d'amis,
L'absence flagrante du moindre regard dans ma direction n'ont fait qu'accentuer mon malaise. Je me suis forcément endormi, car je me suis réveillé sous la lumière éclatante du soleil qui traversait la fenêtre de Derek et à cause du bourdonnement persistant de mon portable. Inconsciemment, je l'avais réactivé dans la nuit. L'heure affichait 6h47. Un SMS d'un numéro inconnu m'attendait. « Ici Amanda, du brunch d'hier. Est-ce qu'on peut se parler ? C'est important. Amanda. » Pendant un bref instant, j'ai eu du mal à situer ce nom. Puis le souvenir a refait surface. C'était la plus discrète à table, celle qui était assise à l'autre bout. Elle n'avait presque pas prononcé un mot de toute la matinée, se contentant d'écouter les autres discuter, rire et savourer leurs mimosas. Après un moment d'hésitation, j'ai montré le message à Derek, alors qu'il sortait de sa chambre. Ses cheveux étaient dressés en pointe désordonnée et il portait un caleçon et un vieux t-shirt déchiré. Il a parcouru le message du regard et s'est contenté de hausser les épaules. Ça vaut peut-être la peine d'écouter ce qu'elle a à dire. Ça pourrait être une information précieuse pour toi. J'ai tapé un simple « quoi » en réponse. La réponse est venue immédiatement, non pas par SMS, mais sous la forme d'une invitation. Café, 8h du matin, au Banas Starbucks sur Ventura Boulevard. J'ai accepté le rendez-vous, j'ai profité de la salle de bain de Derek pour me rafraîchir, et je lui ai emprunté une chemise propre, ayant oublié d'emporter des affaires personnelles. Je me suis rendu au Starbucks indiqué et suis arrivé avec une dizaine de minutes d'avance. J'ai commandé un café noir et me suis installé à une table dans un coin. Amanda est arrivée à l'heure, à 8h pile. Elle était l'antithèse de son apparence au brunch, moins apprêtée et artificielle. Elle ne portait pas de maquillage. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval et elle était vêtue d'un jean et d'un simple sweatshirt. Elle aussi semblait avoir été privée de sommeil. Elle s'est assise juste en face de moi, a renoncé à commander quoi que ce soit, a joint ses mains sur la table et m'a fixé d'un regard direct. « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit », a-t-elle avoué. « Ce qui s'est passé hier. Tu dois être au courant de certaines choses. En fait, de plusieurs choses. » Je suis resté silencieux, en sirotant mon café. Ce n'était pas la première fois qu'elle te dénigrait de cette manière, a révélé Amanda, sa voix feutrée mais inébranlable. Elle parle de divorce depuis des mois, au moins depuis avril, et probablement plus longtemps. Elle s'est confiée à nous toutes, à tout le cercle d'amis. Elle a activement consulté un avocat spécialisé dans les divorces. Une froide angoisse m'a étreint l'estomac. Comment le sais-tu ? Elle nous l'a dit directement. Tout le cercle d'amis était au courant. Elle a révélé tous les détails. Les mains d'Amanda étaient étroitement enlacées. Elle prétendait avoir minutieusement élaboré une stratégie. Elle a exprimé le souhait que tu sois celui qui initie la dissolution du mariage, car elle pensait que cela renforcerait sa position juridique devant le tribunal des divorces. J'ai reposé délicatement ma tasse de café sur la table. Renforcer sa position ? Comment précisément ? Si c'est toi qui pars en premier, si c'est toi qui abandonnes le mariage, elle pourrait invoquer l'abandon devant le tribunal et te dépeindre comme le méchant dans la procédure de divorce. Elle a orchestré toute cette affaire de manière méticuleuse. Amanda a fouillé dans son sac à main et en a sorti son téléphone portable. Pendant des semaines, voire des mois, elle a répandu des histoires sur toi, affirmant que tu étais contrôlant, financièrement restrictif, émotionnellement distant et froid, te diabolisant ainsi aux yeux de tous. Mais, a poursuivi Amanda, mon mari ne te connaît pas personnellement, mais il a des contacts par le biais de collègues de travail et d'amis communs, ce genre de choses. Et les histoires qu'elle nous a racontées ne correspondaient absolument pas à ce qu'il avait entendu dire de toi par d'autres. Alors hier soir, après tout ça, je lui ai posé la question directement. Il a confirmé que tu n'étais absolument pas telle qu'elle t'avait dépeint. Il t'a décrit comme une personne vraiment correcte, travailleuse, fiable et honnête. Elle a tourné l'écran de son téléphone vers moi. Hier, quand tu as posé cette alliance sur la table et que tu es simplement parti, ça a déclenché quelque chose en moi. Ça demande un courage authentique, une force véritable, et c'était manifestement inattendu pour elle. Elle supposait que tu allais simplement supporter, comme tu l'avais toujours fait.
Apparemment, elle a affirmé à plusieurs reprises que tu étais prévisible, que tu ne la quitterais jamais vraiment. Je regardais son téléphone et aperçus des captures d'écran d'une conversation de groupe. Le numéro de ma femme a immédiatement attiré mon attention. En faisant défiler, les messages me frappaient comme des coups physiques, décrivant dans le détail sa stratégie de sortie, l'avocat qu'elle comptait engager, le partage des biens, et allant même jusqu'à plaisanter sur cette longue partie. Il se moquait de moi. Puis, un message a crispé mes muscles de la mâchoire. Il est tellement prévisible. Il va simplement accepter et ne contestera rien. Quand il s'en rendra compte, il sera trop tard. « Pourquoi tu me racontes tout ça ?» demandai-je doucement. Amanda a commencé à transférer chaque capture d'écran sur mon téléphone. Mon mari a vécu une situation presque identique, révéla-t-elle. Son ex a utilisé les mêmes tactiques. Ça l'a presque ruiné émotionnellement et financièrement. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et laisser ça se reproduire. Tu mérites de savoir ce qui se passe réellement. Mon téléphone vibrait sans cesse, recevant au total 7 captures d'écran, chacune plus accablante que la précédente. Elle va te faire passer pour le méchant, prévint Amanda. Elle va raconter à tout le monde que tu l'as quitté, que tu as été cruel, que tu l'as mise devant le fait accompli. Elle répand déjà cette histoire. J'ai vu des messages hier soir. Elle se fait passer pour la victime. J'acquiesçais lentement, essayant d'assimiler les informations. Seriez-vous prête à témoigner si cela dégénère en litige ? Absolument, affirma Amanda sans hésitation. Ce qu'elle fait est calculé et répréhensible. Je ne participerai pas à ça. Cela ne risque-t-il pas de compromettre votre amitié avec elle, avec tout le groupe ? Amanda me fit un sourire triste. J'ai déjà quitté leur conversation hier soir. J'en ai fini avec eux. Mon mari a raison. Ce ne sont pas de vrais amis. Nous avons discuté encore un moment. Elle m'a donné son numéro personnel et m'a vivement encouragé à la contacter si j'avais besoin de quoi que ce soit, témoignages, informations, peu importe. Après cela, elle est partie en voiture pour rentrer chez sa famille. Je suis resté un bon moment dans ce Starbucks, comme hypnotisé par mon téléphone, les captures d'écran toujours affichées. Ce n'était pas une simple plaisanterie sur un brunch, c'était un plan complet, élaboré avec minutie pendant des mois. Une stratégie pour mettre fin à notre relation selon ses propres termes, pour s'en sortir avec compassion, un avantage financier et le contrôle, tandis que j'étais dépeint comme le méchant. Ce plan était désormais caduc. L'après-midi même, je me suis retrouvé dans un cabinet d'avocats à Beverly Hills. Dererick m'avait recommandé son avocate spécialisée en divorce, Madame Patterson. La consultation n'était pas bon marché, mais elle en valait chaque centime. Elle était posée, directe, expérimentée et parfaitement professionnelle. Elle examina chaque capture d'écran, sans la moindre émotion. Elle a mis en scène une séparation propre et publique, constata-t-elle. Elle manœuvre depuis des mois. Juridiquement, c'est très avantageux pour vous. Elle a esquissé la stratégie. Déposez la plainte en premier, immédiatement. Ne donnez pas à votre femme la possibilité d'agir en premier. Demandez un partage des biens basé sur les preuves de tromperie. Déposez la plainte sans allégation de faute, mais gardez les preuves prêtes au cas où elle se conduirait mal. L'ensemble de la procédure devrait durer environ 4 à 6 mois. Désormais, Madame Patterson assurera toute la communication. Votre rôle est de rompre complètement tout contact. J'ai quitté son bureau, peut-être soulagé, ou peut-être simplement vide. Le jour même, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, mis à jour mes coordonnées salariales au travail et loué une boîte postale. Le mardi matin, les documents du tribunal ont été signifiés. Cet après-midi-là, le téléphone de Dererick a sonné. C'était elle, qui essayait de me joindre. « S'il te plaît, dis-lui juste de me parler », supplia-t-elle par le haut-parleur. Je hochai la tête négativement. « Il n'a rien à te dire », déclara Dererick sèchement, et il raccrocha. Le mercredi, je suis allé à la maison pour récupérer mes affaires. Madame Patterson avait tout soigneusement coordonné, et j'ai emmené Derek avec moi. Nous avions également organisé une escorte policière, au cas où. Sa voiture était dans l'allée. Elle a ouvert la porte avant que je puisse frapper. Elle avait l'air épuisée, sans maquillage, les cheveux en bataille, vêtue d'un jogging, loin de la femme souriante au brunch. « Est-ce qu'on peut juste » commença-t-elle. L'officier l'interrompit immédiatement.
Madame, il est ici pour récupérer ses affaires. Veuillez lui permettre de le faire. L'opération a duré environ 40 minutes. Vêtements, ordinateur portable, outils, effets personnels. Derrick aidait à les charger dans son pick-up. Elle est restée dans l'embrasure de la porte pendant toute cette épreuve, en pleurant. Alors que je la dépassais pour sortir, elle m'a saisi le bras. Je ne pensais rien de tout ça, a-t-elle avoué, les larmes aux yeux. Je voulais juste me faire mousser devant elle. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Eh bien, tu leur as montré exactement qui tu es. Je suis monté dans le pick-up et je ne me suis pas retourné. 2 semaines plus tard, Amanda m'a envoyé un SMS pour me donner des nouvelles. Le groupe de brunch avait éclaté après qu'elle eut révélé la vérité. 3 des 4 amis ont immédiatement rompu le contact avec ma femme. Seule Chelsea lui est restée fidèlement loyale. Derrick a obtenu d'autres informations par le biais de connaissances communes. Ma femme était retournée vivre chez ses parents. Elle avait perdu son emploi il y a des mois, mais ne me l'avait jamais dit. Cela expliquait toute cette mise en scène. Elle avait élaboré des stratégies pour s'assurer financièrement avant que je ne découvre la vérité. Ses dettes de carte de crédit étaient de bien plus élevées que je ne l'avais jamais imaginé. Elle avait beaucoup de choses à cacher. Elle avait l'intention de te démolir au tribunal. La révélation de Derek concernant les preuves d'Amanda a complètement anéanti son plan méticuleusement élaboré. Environ 1 mois après ce brunch fatidique, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'appartement de Derrick pour emménager dans un studio modeste. Le studio était propre, abordable et idéalement situé à seulement 20 minutes de mon lieu de travail. J'acceptais avec empressement des heures supplémentaires dès que l'occasion se présentait, et j'économisais consciencieusement chaque dollar disponible. Mes journées prenaient un rythme prévisible. Travail, salle de sport, maison, sommeil. L'aspect le plus étrange de cette nouvelle routine était le calme qui m'entourait. Je n'avais pas tout à fait réalisé à quel point ce mariage avait été éprouvant sur le plan émotionnel avant d'être enfin libéré de ses chaînes. De manière inexplicable, mon ex-femme a obtenu mon nouveau numéro de téléphone, probablement par le biais d'une connaissance au travail. Un seul SMS est apparu sur mon écran. « Je suis désolé. Est-ce qu'on pourrait parler ?» J'ai immédiatement bloqué son numéro, sans répondre. 1 semaine plus tard, elle est apparue à l'improviste sur le parking de mon lieu de travail. J'ai reconnu son véhicule de loin et j'ai immédiatement contacté Miss Patterson avant de m'approcher de ma propre voiture. Par la suite, mon avocate lui a envoyé une ordonnance restrictive. Après cette action, elle a cessé toute tentative de contact. Après 3 mois de procédure judiciaire, Miss Patterson m'a contacté avec des nouvelles importantes. Elle prétend que vous l'avez financièrement abandonnée, m'a-t-elle dit. Mais les documents financiers prouvent clairement le contraire. Vous avez pris en charge environ 70% des dépenses du ménage et vous étiez le principal soutien de famille. Sa perte d'emploi dissimulée indique clairement que c'est elle qui était malhonnête. Le juge n'est pas convaincu par son récit. Après cette évolution, la procédure judiciaire a progressé rapidement. J'ai conservé la propriété de mon pick-up, de mes effets personnels et de mes économies. Elle s'est vue attribuer la maison, qui n'avait qu'une faible valeur nette, et a assumé la responsabilité de l'ensemble de l'hypothèque. De plus, elle restait responsable de ses dettes de carte de crédit existantes. Aucune pension alimentaire n'a été accordée, ce qui a conduit à une séparation propre et définitive. Nous avons signé les documents définitifs dans des pièces séparées. Je ne l'ai pas croisée ce jour-là. 4 mois après ce brunch décisif, mon supérieur m'a convoqué dans son bureau. « Nous formons une nouvelle équipe », a-t-il annoncé, « et nous aimerions que vous la dirigiez. Ce poste offre de meilleures heures de travail et une structure salariale au lieu d'un salaire horaire. Êtes-vous intéressé ?» « Oui, absolument », ai-je répondu avec enthousiasme. 2 semaines plus tard, la promotion était officielle. Ma première action a été de déménager dans un appartement plus attrayant, avec une chambre séparée et une petite terrasse. Pour la première fois, l'espace ressemblait vraiment au mien. Un samedi matin, j'ai croisé inopinément Nathalie, une collègue de travail, en faisant mes courses au supermarché. Je l'avais déjà remarqué, mais nous n'avions jamais vraiment discuté. Elle était en train de discuter vivement avec une amie au rayon des légumes.
Quand elle m'a aperçu, elle m'a salué chaleureusement. Nous avons bavardé de manière légère et informelle. Elle était spirituelle, aimable, et évitait de s'immiscer dans des affaires personnelles. Son ami s'est excusé avec à-propos, nous laissant seuls. Ça va peut-être paraître un peu direct maintenant, a avoué Nathalie, mais est-ce que ça te dirait d'aller prendre un café après ? Juste à côté, il y a un café. Oui, répondis-je sans hésiter. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure de travail, de films et de divers autres sujets. La conversation s'est déroulée sans effort. Avant de partir, elle m'a demandé si j'avais envie de recommencer, peut-être la prochaine fois autour d'un dîner. Absolument, ai-je confirmé. Au cours des semaines suivantes, nous avons passé beaucoup de temps ensemble, allant au restaurant, au cinéma et faisant des randonnées le week-end. Nathalie était une bénédiction. Elle dégageait une aura de légèreté. Il n'y avait ni drame, ni manipulation. Un soir, elle m'a demandé « Est-ce que tu vas bien ? Genre, vraiment bien ?» J'ai marqué une pause pour réfléchir. « Ça vient, ai-je admis. Certains jours sont meilleurs que d'autres. »« C'est juste, » a-t-elle reconnu. « Prends ton temps. Je ne vais nulle part. » Cela me semblait fondamentalement différent. Cela incarnait un véritable partenariat, et pas une simple façade. 6 mois après ce brunch décisif, j'ai croisé Amanda dans une jardinerie locale. Elle était accompagnée de ses enfants et m'a adressé un sourire chaleureux en me reconnaissant. « Salut, comment vas-tu ?» Nous avons échangé des politesses et partagé de brèves nouvelles de nos vies. Elle a mentionné la récente promotion de son mari et la rentrée scolaire imminente des enfants. « J'ai entendu dire que tout allait bien pour toi », a-t-elle commenté. « Ça me fait vraiment plaisir, merci pour ce que t'as fait. » J'ai reconnu que ces actions avaient grandement contribué à changer le cours de ma vie. « J'ai juste fait ce qu'il fallait », a-t-elle répondu. Et honnêtement, ce n'est pas non plus une personne que je souhaitais avoir dans mon entourage. Avant de partir, elle m'a examiné attentivement. « Tu as l'air bien, vraiment heureux. » Elle avait tout à fait raison. Par la suite, Derek m'a informé qu'il avait des nouvelles de mon ex-femme. Elle vivait toujours chez ses parents, travaillait à temps partiel dans le commerce de détail, avait eu une relation brève et infructueuse et continuait de publier en ligne des histoires d'apitoiement sur son sort qui n'attiraient que peu d'attention. « Ça ne t'intéresse pas du tout, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Pas le moins du monde », ai-je répondu avec une sincérité totale. 7 mois après ce brunch qui a changé ma vie, Nathalie et moi préparions ensemble le dîner dans mon appartement. Elle coupait diligemment les légumes pendant que je remuais soigneusement la sauce. « Est-ce que tu penses parfois à ce jour ?» m'a-t-elle demandé. « Parfois, ai-je admis, mais plus aussi souvent maintenant. » J'ai goûté la sauce et lui ai adressé un sourire sincère. Honnêtement, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. « Comment ça ?» a-t-elle demandé. Ça m'a forcé à arrêter de me contenter de moins, à arrêter de trouver des excuses à quelqu'un qui ne me respectait pas. Enfin, à me choisir moi-même. Nathalie a souri chaleureusement et a repris la coupe des légumes. Nous avons dîné plus tard sur la terrasse, enveloppés par la douce lueur des lumières de la ville au loin. Nous avons bavardé agréablement et ri naturellement, sans tension ni manipulation, juste de la sécurité, de l'honnêteté et une présence sincère. Mon téléphone a vibré doucement, un nouveau courriel de travail. « Des trucs du travail ?» a-t-elle demandé. « Oui, rien d'important. » J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai délibérément choisi de rester dans l'instant présent. Demain, j'irai au travail que j'avais honnêtement mérité. Je rentrerai chez moi, dans l'espace que j'avais laborieusement construit. Peut-être verrai-je Nathalie, peut-être pas. Quoi qu'il arrive, je serai satisfait, car j'avais enfin compris qu'on ne peut pas construire un avenir avec quelqu'un qui prévoit déjà de partir. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous respecter par une affection accrue. Et on ne peut pas gagner une partie dont on ignorait même l'existence. Mais on peut choisir de s'en aller, de recommencer, de créer quelque chose d'authentique, non pas par méchanceté, mais par la conscience nouvellement acquise que l'on mérite mieux. Et puis, on cultive cette meilleure vie, jour après jour. Merci d'avoir regardé et d'être resté jusqu'à la fin. Si vous vous sentez bien ici et que cela vous aide, abonnez-vous. Il y aura beaucoup d'autres choses intéressantes.